Les limitations d'infrastructures, développer massivement les énergies renouvelables. Des opportunités existent en matière d'investissement en énergies renouvelables. Avec des structures de gouvernance et la biomasse sont autant de sources renouvelables prometteuses qui peuvent contribuer de manière significative à répondre à cette demande. Nous avons donc aujourd'hui une énième opportunité de mettre en avant le secteur de l'énergie qui devrait, à mon sens, retenir l'attention de notre prochain gouvernement afin de doter notre pays d'un mix énergétique capable de contribuer à un développement concret de la RDC. Car tout autre domaine de développement, qu'il soit industriel, d'infrastructure, de santé ou d'éducation, dépend essentiellement de la disponibilité d'une énergie fiable et abordable. Je vais donc de ce fait vous inviter à accueillir les experts qui vont apporter quelques pistes sur les questions épineuses du secteur de l'énergie. Notamment à travers des outils, des fonds de subvention RBF, ainsi qu'une ligne de crédit qui a été mise en place au niveau de la BCC, la Banque centrale du Togo. On a pu atteindre au total plus de 3000 personnes qui ont eu accès à l'électricité grâce à cet appui-là dont ont bénéficié différents opérateurs décentralisés selon les différentes technologies, Bbox, Altec, Nuru, Virunga pour ne pas les citer. Donc en deuxième lieu, c'est SNER. En troisième lieu, évidemment, il y a cette question des réformes qui sont nécessaires pour les secteurs. Donc les deux projets IADRE essaient d'adresser cela. En même temps que l'amélioration de la capacité institutionnelle des différents acteurs en place. Nous avons les régulateurs qui est en place, nous avons l'Agence nationale d'électrification rurale qui est en place, nous avons également au niveau des provinces des institutions qui octroient des concessions et des titres. Je suis là pour le compte de la société Nuru. Nous sommes une société privée qui a investi dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, je crois qu'on peut passer à la prochaine slide. Nous avons comme objectif, d'ici 2030, d'arriver à avoir 10 millions de clients satisfaits. Alors, c'est un défi énorme, mais c'est un défi qui, honnêtement, ne nous fait pas peur, parce que nous avons déjà pu établir les bases qui ont prouvé que c'est possible, que le secteur privé apporte un accompagnement substantiel au public. Alors, nous avons commencé, nous, on existe depuis 2015 en fait. Nous avons commencé sous le nom de Kivu Green. Et dès le début, il était question pour nous de lever des fonds pour être en mesure de réaliser ces projets. Mais cela a, bien sûr, nous avons rencontré plusieurs défis, qui étaient souvent le défi de prouver que le concept qu'on avait marche. Alors, nous étions obligés de faire un pilote. Ce pilote-là, pour convaincre toutes les grandes boîtes qui pouvaient nous financer. Et nous avons réalisé ce pilote au niveau de Bounia, plutôt de Béni. C'était un pilote de 55 kW qui a vraiment servi de concept pour convaincre les bailleurs de fonds. Et de ce pilote-là, nous avons pu construire une centrale avec l'aide de nos bailleurs de fonds de 1,3 MW au niveau de Goma. Cette centrale, toutes ces technologies dont je parle sont des technologies solaires photovoltaïques. Alors, nous sommes passés à la centrale de Goma, 1,3 MW, après avoir convaincu les investisseurs que le système et le modèle que nous avions fonctionnaient très bien. Cette centrale a été mise en service en 2020 et aujourd'hui, cette centrale à Goma alimente environ 2800 ménages. Sans compter bien sûr quelques commerces et quelques petites industries sur la ville de réduire un peu ce gap. Aujourd'hui, le taux d'électrification en RDC, de manière globale, c'est moins de 10%. Et nous, dans les zones où nous opérons, les zones rurales et périurbaines,
On ne dépasse pas le 1%, on est dans le 1%. Donc l'État congolais se donne donc les moyens en mettant en place l'ANSER, dispose des moyens pour pouvoir augmenter ce taux d'électrification. Le target, par exemple, d'ici 2025, ça c'est un target qui a été fixé il y a 3 ans, c'est 30%. Et d'ici 2050, 2030, on atteigne les 50%. Mais il faut aussi reconnaître que l'État congolais, les dotations qu'il donne dans ce secteur ne sont pas suffisantes. Alors, ce qui fait que l'intervention du privé est très importante. Et ANSER a cette mission, effectivement, de pouvoir accompagner le secteur privé, faciliter certaines choses au secteur privé. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec des entreprises privées, des investisseurs, des partenaires. L'année passée, nous avions lancé un appel d'offres par rapport à ce que nous avions reçu comme dotation de l'État pour la construction d'un certain nombre de centrales. Nous avons un pipeline en fait dans la planification d'à peu près 970 projets, d'où nous avons tiré le programme d'investissement prioritaire qui compte plus ou moins 269 projets. Et de ce PIP, nous avons extirpé une cinquantaine de projets qui sont en cours. 6 sont terminés l'année passée, et aujourd'hui il y en a une quarantaine qui sont des chantiers. Alors, ce sont évidemment des entreprises privées qui viennent construire, puisque l'appel d'offres est lancé à l'égard des entreprises privées avec des capacités de construire, qui construisent nos centrales solaires, qui font le soutirage et même au niveau des centrales hydroélectriques. Un autre défi aujourd'hui avec l'État congolais, c'est que le secteur a été libéralisé. Certes, la gestion des centrales privées, des centrales solaires ou des centrales hydroélectriques, ça devient un nouveau métier. Nous est déjà dedans depuis un certain nombre de temps, mais aujourd'hui, il y a un travail à faire pour convaincre le secteur privé à venir dans ce secteur, et particulièrement dans les milieux où nous opérons. Lorsque nous construisons nos centrales, nous sommes censés passer à une sorte de délégation des services. C'est-à-dire, nous on est l'État, on n'opère pas, donc il faut positionner les structures privées pour la gestion des centrales. Et là, effectivement, il y a des outils qui doivent accompagner. Nous essayons de les motiver à venir dans ces zones, et c'est clair que la capacité financière de nos populations dans les zones rurales n'est pas très grande, ce qui fait que parfois le secteur privé est frileux pour pouvoir y aller. Nous avons mis en place en fait le fonds Mwinda qui a été capitalisé pendant 3 ans. Et le fonds Mwinda finalement c'est un outil que nous avons pour pouvoir accompagner le secteur privé qui finalement accepte d'aller dans ce milieu-là. Il peut se faire que pour qu'un système soit rentable, le privé va dire que je vendrai mon kilowattheure à 50 centimes, mais la capacité de paiement de la population est de 20 centimes. Donc le fonds Mwinda vient intervenir pour régler ce gap de plusieurs manières. Ça peut être déjà dans le CAPEX ou en autre cas. Ça c'est pour motiver en tout cas le secteur privé à pouvoir venir. Mais au-delà de ça, cette année, le PNL 145 territoire prévoit la construction de plus ou moins 418 centrales solaires. C'est un énorme marché. Qui dit 418 centrales solaires veut dire le secteur privé, les sociétés qui viennent non seulement pour construire ces centrales, mais aussi des sociétés qui viennent pour la gestion de ces centrales. Donc, c'est vrai qu'au départ, nous avons eu un focus par rapport aux moyens que nous avons pour la production. Mais maintenant, nous avons mis en place toute une stratégie pour pouvoir développer des projets d'usage productif au même moment. En amont, nous faisons des baselines, on fait des enquêtes pour pouvoir fixer, déterminer le potentiel de la zone, voir quels sont des projets qui peuvent être appuyés ou des projets qui peuvent être créés pour pouvoir créer de la consommation. Et dans ce contexte, on établit finalement des relations avec aussi les privés qui viennent dans ce secteur ou d'autres structures de l'État, comme par exemple le FPI, dont la mission principale, c'est le financement de tout ce qui est industrie. C'est de voir comment est-ce que nous, en finançant l'électrification, le FPI, comment peut venir du côté industrie. Et au-delà du FPI, réfléchir sur d'autres outils qui peuvent permettre de pouvoir développer en tout cas des projets d'usage productif pour que finalement l'électrification... pouvoir
présenter en serre ce que nous faisons et surtout parler des opportunités des marchés. La semaine française qui met en avant l'énergie, c'est pour eux aussi pour voir les opportunités éventuelles qu'il y a en RDC. Mais c'est pour cela que c'est important de présenter, évidemment, faire un état des lieux, présenter les opportunités, présenter les défis et puis encourager les investisseurs à venir, leur assurer qu'il est possible d'investir en RDC et de pouvoir appuyer évidemment notre démarche d'augmentation du taux des participants. Ça permet d'organiser d'autres réunions beaucoup plus spécifiques pour mieux se connaître, présenter les opportunités, comment établir des passerelles de collaboration. C'est plus vraiment dans l'avenir. Ça, c'est cette édition, c'est un point de contact, d'échange, mais qui permet en tout cas de pouvoir fixer certaines démarches qui vont durer dans le temps. Très vite et très bien. Comme j'expliquais tout à l'heure, Anser a un plan qui compte plus ou moins 970 projets. On a mis en place un programme d'investissement prioritaire qui compte 269 et aujourd'hui nous sommes en train de construire 50 projets. 6 sont terminés depuis le mois de décembre et il y a une quarantaine de chantiers qui sont en cours et qui doivent terminer avant rurale et périurbaine. Ça veut dire la ville de Kinshasa, ce qui nous concerne, ce sont les périphéries. C'est par exemple Ndjili Brasserie, Maloku et je vous informe que nous avons fait un soutirage à Ndjili Brasserie. Aujourd'hui, par exemple, Ndjili Brasserie, nous allons commencer à desservir la population parce qu'on a fait un soutirage avec la SNEL, on a positionné une cabine et on va atteindre beaucoup de ménages en Ndjili Brasserie. Donc c'est juste pour dire à Kinshasa, c'est plus ces zones périphériques qui nous concernent. Au niveau de la ville elle-même, ça c'est la SNEL et puis d'autres entités qui sont intéressées par l'urbain. Aujourd'hui, la RDC est un peu en arrière. Je pense qu'il y a des secteurs spécifiques qu'il faut accompagner, comme le secteur de l'énergie dont on parle aujourd'hui, les infrastructures aussi. Mais il y a aussi tout ce qu'on produit localement qui peut être transformé. Et encore, vous verrez que le dénominateur commun par rapport à tout cela, c'est encore l'énergie. Alors ça veut dire de faire simple. Aujourd'hui, vous entendrez, il y a des plaidoyers qui se font par rapport à tous les opérateurs qui sont dans le secteur de l'énergie, qui souffrent du fait qu'il y a, le secteur fonctionne, mais qu'il y a quelquefois certaines fréquences. Il y a beaucoup de taxes qui sont en train de naître, qui ralentissent un tout petit peu. Ces taxes sont nécessaires, oui, mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement du gouvernement, surtout pour les opérateurs qui ont des ambitions plus grandes. Alors, pour moi, je dis souvent, pour faire simple, si aujourd'hui le gouvernement pouvait m'écouter, moi je dirais qu'il faudrait premièrement lever tout ce qu'il y a comme barrière sur le chemin du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, il faudrait aux alentours du parc de Garamba, donc une Atad ou une autre centrale. Ces centrales-là servent environ un peu plus de 400 ménages. Nous, aujourd'hui, on est en train de construire 3 nouvelles centrales. Une centrale de 8 MW à Bounia, une centrale de 2 MW à Kindu et une deuxième centrale pour Goma qui sera de 3,7 MW. Ce qui veut dire qu'au finish, on aura dépassé, d'ici mi-année prochaine, on aura dépassé les 20 000 ménages servis et nous serons aussi en train de servir les industriels et les commerces. Pendant que nous sommes en train de discuter, il y a une nouvelle taxe qui a été mise en place. Ça veut dire que si cette taxe, supposons, est de 5%, ce qui n'est pas le cas, je veux vraiment rester un peu vague sur ce point-là. Si la taxe est de 5%, ça veut dire qu'entre le moment où j'ai commencé la discussion avec mon client et le moment où nous finissons les négociations pour signer un PPA, donc un protocole d'achat d'énergie, le prix du kilowattheure aura une différence de 5%. Vous voyez un peu ce que ça représente. Pour certains clients, cette décision-là, cette différence, c'est comme la vie et la mort. Parce qu'en fait, on parle de 5% de plus qu'il faut payer. Vous voyez, donc c'est énorme. Il y a pas mal de petites taxes. Et comme j'ai dit, pour moi, si l'état d'urgence était déclaré sur ce secteur, ça lèverait tous les verrous possibles pour permettre d'abord d'accroître le taux d'accès. Et ensuite, commencer à suivre.